Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer les résultats de Veralia qui sont, somme toute, vraiment excellents, du premier semestre 2023 qui sont sortis le 26 juillet. J'ai pris le temps d'analyser tout ça, d'écouter le conference call. Je vous ai préparé du très très lourd avec une décomposition de la guidance pour le reste de l'année. J'ai tout écouté le conference call en anglais, j'ai essayé de vous traduire ça. On va comparer ça avec Vidrala, on va voir un peu le marché, l'état du marché, du packaging en verre avec des prévisions de Owen Silinois, le leader mondial des emballages en verre. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous faire. On va repartir également sur une petite évaluation. Et voilà. Tout d'abord, je tiens à dire que cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je suis un simple particulier qui analyse des sociétés de qualité et au niveau des conflits d'intérêts, je suis actionnaire de la société, donc mon analyse peut être biaisée. Et donc, on se retrouve tout de suite pour analyser les résultats du premier semestre de Veralia. Donc là, je vous ai préparé directement le petit communiqué de presse. Je vais essayer de vous le lire assez rapidement parce qu'après, on a quand même pas mal de boulot. Je vais essayer de vous mettre de prendre 20 minutes pour la vidéo parce que j'ai envie que ça soit assez rapide. Et voilà tout. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour le premier semestre 2023, on a un excellent semestre qui permet de relever l'objectif annuel d'EBITDA. Donc ça, quand on relève les guidance, ça c'est vraiment ce que les investisseurs adorent, ce que les analystes adorent, ce que le marché adore en général, contrairement à des sociétés qui révisent leur guidance comme il y a quoi qui a révisé sa guidance, il y a du Téléperformance qui a révisé en baisse la guidance, il y a du Nexity qui a révisé en baisse, tout ça, le marché n'aime pas. Et donc ici, quand on relève la guidance, c'est souvent très bon signe au niveau des chiffres. Et c'est que le management fait très bien son travail également. Qu'est-ce qu'on a en fait marquant? On a une hausse de 30,7% du chiffre d'affaires à 2 milliards 143 millions d'euros. Je vous augmentez encore un peu ça. Ça nous fait plus 28,6% à taux de change et périmètre constant par rapport au S1 2022. Donc excellente croissance du chiffre d'affaires. On a une forte progression de l'EBITDA également à 659 millions d'euros contre 425 millions d'euros au S1 2022. Ça nous fait presque 55%, c'est énorme. Amélioration importante de la marge, du coup forcément, vu que l'EBITDA a fortement augmenté, on a une meilleure marge. Donc on est à 30,8% de marge EBITDA contre 26% au S1 2022, ça nous fait plus 4,8% d'augmentation. Ça nous fait une marge EBITDA qui augmente de 4,8% en chiffres relatifs, c'est énorme. Au niveau du résultat net, on est en augmentation également explosive, donc 311 vs 174 millions, ça nous fait 78,8% par rapport au S1 2022. Donc franchement, on a des très bons résultats et on a également baisse du ratio d'endettement à 1,3 fois l'EBITDA, mais c'est parce que en fait on n'a pas vraiment une énorme baisse de l'endettement, mais c'est l'EBITDA qui augmente. Du coup, forcément, si on compare l'endettement par rapport à l'EBITDA, on a une baisse. Donc, je sais pas si vous me suivez, mais voilà, c'est ce que je relève là-dessus. Au niveau, voilà, de ce que je vais vous lire, donc les résultats du premier semestre sont excellents et témoignent de notre capacité à continuer à améliorer période après période de façon pérenne notre profitabilité et notre EBITDA, quel que soit le contexte économique. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé précisément? C'est que depuis 2022, la guerre en Ukraine, la guerre Ukraine-Russie, tout ça, on a eu une forte inflation. Vous l'avez vécu dans vos courses, dans l'électricité qui augmente encore au 1er août si vous êtes français de 10%. Voilà, les sociétés, elles sont surtout des sociétés comme ça, comme Veralia, qui consomment beaucoup d'énergie, mais on verra qu'ils ont un avantage compétitif là-dessus, que c'est qu'ils sont franchement, qu'ils ont vraiment très bien géré cette période économique. D'ailleurs, je vais vous les montrer ce que je vous ai fait un peu comme schéma, voilà. Je vous en parlerai après. Donc, la guidance prévue pour 2023, l'avancement de la guidance au premier semestre, l'EBITDA, la guidance EBITDA pour 2023, l'avancement de la guidance. Et ici, je vous ai tout préparé ici. Le conference call, je l'ai écouté en entier 1 heure. Je vous ai tout traduit. Donc voilà, il y a des petits schémas, tout ça, c'est très bien expliqué. Et on verra ça après. Donc, et voilà ce que je voulais vous montrer là avant de commencer vraiment dans le sujet. Donc voilà, inflation très bien gérée, tout ça. Cette remarquable performance est le résultat de l'agilité et de l'esprit entrepreneurial de nos équipes. Bien sûr, c'est les petites mains qui travaillent quand même, il ne faut pas l'oublier.
c'est une usine de verre. Il faut faire fondre du verre, il faut des employés. Donc, on a plus de 10 000 collaborateurs, il me semble. Donc, c'est assez énorme. Notre capacité à générer un spread d'inflation positif. Donc, ça, c'est très bon en général. Le spread d'inflation positif, c'est la différence entre les coûts de production et ce qu'on répercute aux clients. Et donc, si c'est positif en toutes circonstances, eh ben, on est très profitable et c'est ce qu'on aime chez Veralia. Notre programme d'excellence opérationnelle de réduction notre, pardon, notre programme d'excellence opérationnelle pour réduire nos coûts. Donc, c'est le programme d'amélioration de la performance. Là, c'est 2% de réduction de coûts cash par an. Donc, franchement, c'est également un très bon programme. Ils arrivent toujours à réduire, pour l'instant, en 2022-2023, au premier semestre là, à réduire les coûts. Donc, pour moi, c'est excellent. Ces atouts font partie du modèle d'affaires du groupe et continueront à contribuer à l'amélioration régulière des résultats de Veralia. Donc, pour rappel, ici, je vais vous montrer comment on améliore les résultats de Veralia. C'est dit dans le rapport annuel ici. Et donc, vous voyez ici tout à fait comment Veralia performe en général. Donc, business en croissance et générateur de trésorerie résilient pendant la pandémie. Donc, comment on fait de la croissance du chiffre d'affaires? On a un marché sous-jacent en croissance, donc le verre, l'emballage en verre, c'est en croissance. On est leader sur les marchés finaux à plus forte croissance, donc du premium souvent, et on a un pricing power basé sur la valeur pour le client. Donc franchement, on fait des produits sur mesure également, premium qui rapportent de la forte valeur ajoutée. Et donc là, voilà, au niveau de la profitabilité, on a le levier opérationnel. Donc si on augmente les volumes, on a du levier opérationnel. Notre point mort, il est toujours le même et on augmente le résultat. Donc du coup, on a une meilleure performance opérationnelle. Donc le spread positif, c'est prix-coût positif, comme je vous l'ai dit. Et le plan d'action pour la performance, gain de productivité, 2% sur les coûts cash annuels, c'est ça. Et enfin, au niveau du cash, on a un actif bien investi et des capex stratégiques. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Ça, c'est dans le rapport annuel. Vous devez absolument le lire si vous êtes investisseur sur Veralia. Comme moi je l'ai lu. Franchement, il y a des très très bonnes infos là-dessus. Donc voilà, ces atouts font partie du modèle d'affaires, voilà, performance régulière. Fort de ce nouveau trimestre d'amélioration, nous revoyons à la hausse notre prévision d'EBITDA ajustée pour 2023. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan d'action de décarbonation. Donc ça, c'est Veralia. C'est aussi également un des points forts de Veralia, c'est son taux de réutilisation du calcin. Donc le calcin, si vous savez pas ce que c'est en fait juste le verre recyclé. Donc vous savez que le verre a une durée de vie infinie. Donc c'est important de bien trier votre verre et donc si vous le triez bien, il est bien recyclé. S'il est bien recyclé, eh ben on a un taux de réutilisation qui peut être élevé. Et donc si on a un taux de calcin de réutilisé de 55,7% chez Veralia, si vous regardez tous les concurrents Vidrala, Owen Silinois, tout ça, en fait ils ont un taux de calcin. En gros, ils sont très écolos entre guillemets Veralia. Ils ont un taux de réutilisation du calcin très inférieur. Chez Veralia, je sais plus. Chez Vidrala, par contre, je sais plus combien c'est. Ici, je ne sais plus. Il y avait marqué, il me semble, chez Vidrala. Attendez. Ici, depth, top line. Je ne sais plus où il y avait marqué ça, mais voilà. Je vais vous retrouver le taux de réutilisation et je vous dirai comment ça se passe. Margin, operating, EBITDA, sales. Non, on n'a pas le topo, mais je vous dis que c'est moins chez les concurrents. Donc, c'est ça le positif, c'est que Veralia, entre guillemets, il donne aux clients une image plus verte et on va privilégier Veralia par rapport à d'autres concurrents. Et donc, franchement, on a un avantage compétitif là-dessus, en plus d'avoir une couverture sur les coûts de l'énergie. On le verra également ensuite. Voilà, plan d'action de décarbonation. Donc, ils veulent continuer à faire ceci, notamment avec des projets innovants comme des fours électriques et hybrides qui vont consommer moins d'énergie. Et voilà tout. Donc, voilà, je vous passe les détails. Est-ce que je vais tout vous lire? On va quand même passer rapidement là-dessus. Donc, chiffre d'affaires semestriel de 2,143 milliards d'euros. Forte hausse en données publiées de 30,7%. On a un effet de change négatif de moins 4,8%
sur le semestre, ça représente moins 79 millions d'euros, dépréciation du peso argentin, donc c'est à cause de ça, et également de la hryvnia ukrainienne, je sais pas comment ça se dit. J'ai un copain ukrainien, mais je sais plus comment ça se prononce pas du tout comme ça. Bref, l'effet périmètre, on a l'acquisition de Light Glass qui marche très très bien apparemment et qui est en ligne avec ce qui était attendu. Effet périmètre donc de 114 millions d'euros, soit plus 7%. Spiritueux en forte progression porté par la bonne performance de Veralia UK. Donc on est sur le marché premium des spiritueux chez Allied et ça augmente donc le comment ça s'appelle, la part de spiritueux dans le chiffre d'affaires de Veralia. Voilà. Donc, à taux de change et périmètre constant, on a un chiffre d'affaires qui progresse de 28,6% et 25,7% hors Argentine. Au niveau des volumes de vente, on est en léger retrait sur le premier semestre. On verra que sur le deuxième semestre, ils sont un peu plus confiants pour avoir un volume qui est flat, donc qui est stable sur l'année. Et donc, du coup, on a notamment une baisse des volumes à cause de la faiblesse constatée dans la bière en Europe depuis le début d'année, ainsi qu'un recul des ventes de vins tranquilles. Donc, vins tranquilles, c'est les vins normaux, vins rouges, vins blancs, rosés, tout ça. Des effets stock dans la chaîne de valeur peuvent expliquer en partie cette tendance. Donc, en effet, on a des clients finaux de chez Veralia, donc des verriers qui stockent, on a des distributeurs en grande surface qui doivent stocker un peu plus parce qu'on n'arrive pas à déstocker, du coup les clients consomment moins finalement, et donc voilà, on peut avoir un effet stock sur cette chaîne de valeur, ce qui fait baisser la demande et donc baisser les volumes de vente chez Veralia. Les vins pétillants et les boissons non alcoolisées résistent bien, donc ça c'est positif quand même, on a quand même des segments qui résistent bien, pardon. L'inflation des coûts de production constatée au premier semestre 2023 est inférieure aux estimations initiales. Donc ça c'est également positif. En conséquence, Veralia a procédé au deuxième trimestre à des baisses de prix modérées et ciblées en Europe par rapport à la hausse de prix passée en début 2023. Enfin, le mix produit sur le semestre est positif. Donc le verre, on va regarder tout de suite comment faire du verre. Je sais plus c'est quoi également. On a besoin de sable et un autre comment ça s'appelle? Pourquoi dans Minecraft? Comment est fabriqué le verre? Voilà, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, le coût le mix que je veux dire ici, ce qu'on voulait dire dans le mix, pardon, je me perds à chaque fois. Le mix produit est positif sur le semestre. C'est-à-dire que nos intrants, on arrive à vendre nos intrants, ils sont moins chers et on garde le même prix ou on augmente nos prix, ce qui fait que euh, en fait, euh, on a un mix positif, c'est très bon. Donc, trois composants. Donc voilà, certains additifs peuvent être ajoutés dans la composition du verre pour le rendre plus résistant, coloré. Mais les principaux ingrédients qui entrent dans sa composition sont le sable, la soude et le calcaire. Donc voilà, petite leçon du jour. On peut remplacer ces trois composants par le calcin, une poudre blanche obtenue par broyage de verre recyclé. Donc voilà, encore une petite leçon du jour. Donc le calcin, voilà, taux de réutilisation de Veralia du calcin. En fait, on broie le verre recyclé et on le réinsère. Et donc ça permet en fait à Veralia également de faire moins chauffer les fours et de gagner de l'énergie. Donc on fait de la fusion de verre dans des fours géants qui chauffent à plus de 1300 degrés. Les ingrédients vont fondre et se mélanger pour donner du verre en fusion liquide et brûlant. En refroidissant, cela formera une masse transparente et cassante, le verre. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là, pour avoir des petites précisions à ce niveau-là. Donc le mix produit, donc on a dit soude, j'oublie tout ce que je dis. On a dit soude, sable et soude, sable et calcaire, voilà. Tout simplement, soude, sable et calcaire, et donc calcin, et donc on arrive à avoir un mix produit positif, c'est également très bon. Au niveau des zones géographiques, on repassera ça après. Sur le conference call, je préférerais regarder ça après. L'EBITDA ajusté a fortement progressé, plus 54,9%, c'est énorme, au S1 2023. C'est fortement tiré, on verra après, donc plus 57,2% à taux de change et périmètre constant pour atteindre 659 millions d'euros.
C'est tout à fait indécent cette augmentation. L'effet défavorable des taux de change a atteint moins 32 millions d'euros sur le semestre, donc comme on dit peso argentin et monnaie ukrainienne. Augmentation des stocks sur le premier semestre a contribué favorablement au levier d'activité. Donc en fait on a augmenté nos stocks chez Veralia. Cette performance a été permise par une réduction nette des coûts de production cash PAP, donc programme d'action de performance. Donc ça nous représente un gain de coût de 27 millions sur le semestre, soit 2% des coûts de production cash, comme prévu. Le succès de cette méthodologie contribue de nouveau fortement à l'amélioration de la profitabilité du groupe. Moi, c'est ce que j'adore chez Veralia également. Le spread d'inflation est resté positif à tous les niveaux du groupe et s'est élevé à 231 millions d'euros sur le semestre. Le groupe est parvenu par ailleurs à fortement améliorer sa marge EBITDA ajustée qui atteint 30,8% après 26% au S1 2022. Donc au niveau des régions, on verra ça après. L'augmentation du résultat net par deux groupes à 311 millions d'euros et 2,65 millions 2,65 euros par action, résulte principalement de l'amélioration de l'EBITDA ajusté qui fait plus que compenser la hausse des frais financiers et de l'impôt sur les résultats. Donc ça nous montre qu'on a moins de coûts fixes et on a une augmentation également du résultat. Et donc finalement, vous voyez, l'impôt sur les sociétés, en fait, c'est toujours le même. Et les frais financiers, c'est toujours à peu près les mêmes, le même point mort. Donc impôt sur les résultats, il faudrait que je regarde. Mais on doit avoir à peu près 25% du taux d'impôt et il reste fixe. Donc plus on augmente notre résultat, moins on paye d'impôts en relatif en fait. Donc c'est ça qui est beau. On a également une charge d'amortissement comme chaque année chez Veralia de 22 millions d'euros qui s'éteindra en 2027. Donc on aurait eu un 333 millions d'euros et 2,84 euros par action de résultat net. Et donc voilà. Au niveau des dépenses d'investissement, on a eu des dépenses qui sont élevées à 150 millions d'euros, soit 7% du chiffre d'affaires total contre 96 millions d'euros au S1 2022. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Non. Les dépenses, donc en effet, cette hausse, elle reflète le déploiement programmé du plan d'investissement du groupe avec un cadencement sur l'année plus équilibré que l'année précédente. Donc en effet, Veralia, ils investissent fortement ici, on peut le voir dans la présentation ici. Donc là, au niveau ESG, au niveau des nouveaux fours, au niveau des autres projets de décarbonation et des capacités additionnelles. Donc franchement, moi j'ai bien confiance dans le management de Veralia. Je sais qu'il est compétent vu les résultats qu'on nous présente ici. On retourne ici. Donc investissement, cadencement sur l'année. Ces investissements sont constitués de 93 millions d'investissements récurrents. Donc on met en maintenance les fours, voilà tout. Et 57 millions d'investissements stratégiques. Donc là, c'est les nouveaux fours, les nouvelles capacités d'investissement, les nouvelles technologies, tout ça. Et ici, voilà comment ça se décompose. Au niveau des du cash flow opérationnel, on est à 316 millions, en ligne avec le S1 2022 qui s'élevait à 314. La progression de l'EBITDA ajustée ayant été compensée par une hausse des dépenses d'investissement et une reconstitution des stocks. Donc voilà. Pourquoi le cash from operation n'augmente pas autant que l'EBITDA, parce que voilà, on a augmenté les stocks et on a une hausse des dépenses d'investissement. Les free cash flow, 248 millions d'euros en hausse par rapport aux 226 millions du S1 2022. Au niveau du bilan financier, il est solide, il conduit à un positionnement investment grade au sein des deux agences de notation. Donc ça c'est très positif, c'est que les notes de dette obligataire de Veralia, enfin les notes de crédit pardon, ont été relevées chez Standard & Poor's et l'autre comment elle s'appelle, c'est Moody's, voilà. Donc à fin juin 2023, l'endettement net de Veralia s'élevait à 1,4 milliard d'euros, conduisant à un ratio d'endettement de 1,3 fois l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, après 1,3 fois l'EBITDA à fin mars 2023, donc on est à peu près flat, et 1,5 fois à fin juin 2022. Donc on a une liquidité, pardon, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, je vais essayer de me dépêcher à fond.
Je suis très très bavard parce que j'adore cette société, j'adore faire ce genre de vidéos et j'essaye pourtant de me fixer du temps, mais j'arrive jamais. Bref, le groupe bénéficie d'une liquidité de 837 millions d'euros, c'est-à-dire que la liquidité, c'est la trésorerie disponible plus les lignes de crédit renouvelables non tirées, moins les encours de titres de créances négociables, donc encours de titres de créances négociables, New CP. Donc voilà, on a une liquidité de 837 millions d'euros, c'est assez important quand même. On n'est pas surendetté. Donc Standard & Poor's, ils ont relevé la note de crédit à BB B- avec une perspective positive. Et Moody's, ils avaient également relevé la note de crédit long terme du groupe à Baa3, assortie d'une perspective stable. Donc, ils disent que ces améliorations indiquent la pleine reconnaissance de la solidité financière du groupe et de la robustesse de son modèle économique de croissance profitable. Donc, au niveau de ça, on est mieux noté au niveau de la dette et on va pouvoir emprunter moins cher finalement. Vous voyez ce que je veux, où je veux en venir. Verallia dispose désormais des notations assorties. Voilà, c'est ce que je vous ai dit en fait. Voilà, nouveau. L'important, c'est qu'on a intéressé les salariés au capital. Donc, les salariés sont bien actionnaires maintenant de la société. C'est important pour moi d'intéresser les salariés au capital de la société pour qu'ils soient plus skin on the game et qu'ils travaillent plus. Ça veut dire que si moi je vais travailler dans une boîte et que je détiens des parts, je vais essayer de faire un meilleur boulot pour que ça me fasse une boule de neige en plus de mon salaire, que la société se porte de mieux en mieux et voilà tout ce que je voulais dire là-dessus. Que je gagne de l'argent avec mon salaire et en plus avec mes parts FCPE Veralia. Donc voilà, que ça me verse des dividendes, que j'ai un gain au niveau de la part de l'action. Enfin, vous voyez, comme un investisseur, mais au sein d'un salarié dans la société. C'est ce que j'aime. Donc maintenant, ils ont 4,2% du capital et on a un objectif de 5% de détention du capital par les salariés en 2025 chez Veralia. Donc ça, j'aime ça également. Voilà. Au niveau des perspectives, donc ils restent confiants sur les différents marchés qui bénéficient de solides fondamentaux pour les semestres à venir et sur le long terme. Les résultats les très bons résultats du premier semestre 2023 illustrent plus que jamais la force et la validité du modèle d'affaires de croissance profitable de Veralia s'appuyant sur une croissance organique régulière et un spread d'inflation positif et une réduction annuelle des coûts de production cash de 2%. Ainsi, dans la continuité de l'excellente performance du premier semestre, le groupe prévoit un EBITDA ajusté compris entre 1 milliard 1,1 milliard d'euros et 1,250 milliards d'euros. Donc là, c'est le relèvement de la guidance. Et on confirme par ailleurs l'objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20%. Enfin, le groupe poursuit le déploiement de ces technologies de décarbonation avec la construction de fours électriques et hybrides essentiels de la mise en œuvre de sa feuille de route ESG. Donc là, on a une décomposition assez intéressante en bas. Ici, on voit ça dans le ratio. Ah, hop, SA. Je voulais trimestre après trimestre, voilà. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on a la décomposition des deux trimestres. Donc vous voyez qu'on a une croissance organique au T1 de 34,7% et on a une croissance organique au T2 qui ralentit un petit peu à 23,4%. Peut-être que le T2 2022 était un peu plus fort en effet, donc ce qui explique ce ralentissement de la croissance, mais qui est en ligne avec le premier semestre quand même. Donc, et au niveau de la marge EBITDA, on était à 29,2 au T1 et on est à 32,2 au T2, donc une forte augmentation de la marge également, avec une amélioration oui, de la marge EBITDA qui est très positive, malgré un chiffre d'affaires qui croît un peu moins, notamment parce qu'on avait un effet de base élevé au T2 2022. Voilà, donc on en a fini pour là. Je vais passer rapidement ici à la présentation. Elle était voilà
ici. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Voilà, on est numéro 1 en Europe, numéro 2 en Amérique latine, numéro 3 dans le monde. Voilà, excellent résultat. Donc là, voilà, au niveau des volumes, on a des volumes en baisse. Ça représente une baisse de 76 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du revenu. Le prix mix, en effet, on a encore un report à nouveau en fait des augmentations de prix de l'année dernière. Et donc, on a augmenté les prix tôt en 2023. On a quand même eu quelques réductions d'augmentation de coûts également ici parce que on a moins d'inflation que prévu au niveau de nos coûts et on a une contribution positive du mix. Au niveau voilà des devises, on a un effet devise négatif de 78,6 millions d'euros et on a vraiment un bel effet périmètre de Light Glass de 114,3 millions d'euros, donc c'est très positif. On dit qu'on a une croissance organique forte et une contribution de Light Glass, donc l'acquisition en UK. Au niveau des régions, au niveau de South-West Europe, donc Europe du Sud et de l'Ouest, on a euh, des prix qui restent forts et on a un mix contribution qui est également positif malgré des volumes légèrement en diminution d'après ce que je vois, notamment en vin tranquille, non, notamment, pardon, dans les bières, pardon. Au niveau de l'Europe du Nord, donc, donc de l'Europe du Nord et de l'Est, on a effectivement une combinaison euh, entre une activité plutôt pas mal, vous le voyez là, en organique on croît de 34,4%, et en reporté, on croît de 67,2%. Donc là, voilà, on a le scope qui intervient en fait au niveau de Veralia UK. Et en fait, on a un déclin des volumes en Allemagne et qui a été partiellement compensé par la croissance en Ukraine. Donc la bière, comme je vous l'ai dit, ça décroît. Et par contre, on a une très très belle contribution sur cette région-là de non-alcoolic beverage, donc des, hum, des boissons non-alcooliques. Voilà, j'en arrive ici. Voilà, au niveau Amérique latine, voilà. Par contre, on a eu un impact négatif de l'Ukraine. On a un positif, on a un impact prix positif dans toutes les régions. Au niveau Amérique latine, on a eu vraiment des volumes flats, sauf au Brésil où on a eu une croissance des volumes qui a été compensée par la baisse des volumes au Chili. Donc au niveau du Brésil, on a vraiment une belle croissance au niveau de la bière et des spiritueux en volume. Au niveau des volumes, c'est au Chili que ça décline avec des vins des volumes en vin qui diminuent, notamment à cause des déstockages des distributeurs et de moindres exportations. Au niveau, voilà, on a eu des augmentations de prix en Argentine pour couvrir l'hyperinflation locale. On a lancé avec succès Jacutinga, le nouveau four au Brésil. Et voilà, on a moins 33% d'impact négatif au niveau du pesos argentin. Donc c'est vraiment dommage d'avoir une hyperinflation là-bas parce qu'on a une très très belle performance. Donc là, vous voyez ici, ce qui est très beau, c'est le spread d'inflation positif, l'activité léger déclin des volumes au niveau de l'EBITDA, le spread d'inflation positif qui nous rajoute 231 millions d'euros d'EBITDA, c'est énorme. Prix mix et coût.
Et sur les coûts, on a gagné 27 millions de productivité, donc de 2% des coûts cash. 37,1 millions, ça nous a diminué au niveau des effets de change. Et par contre, on a 21,4 millions d'euros euh, qui viennent de Allied Glass. Donc ça, c'est très positif. On augmente de plus de 4% notre EBITDA margin. Voilà. Au niveau des cash flows, je voulais vous montrer ici, voilà, l'EBITDA qui augmente très fort, les CAPEX qui augmentent de 50 millions d'euros. La cash conversion, elle est toujours équivalente à 2023 malgré la forte hausse de l'EBITDA. Pourquoi? Parce qu'on a un, un besoin en fonds de roulement qui augmente fortement à cause notamment euh, d'une base de revenus élevée et on doit refaire nos stocks. Et donc, voilà, on a un besoin en fonds de roulement parce que nos stocks sont très faibles qui augmentent pour refaire nos stocks pendant que les volumes sont très bas. Voilà. Net debt, voilà, vous voyez que au 30/06 2022, non, au 31/12, on avait une dette de 1 milliard 406 millions d'euros. Et là, on a 1 milliard 401,4 millions d'euros. Donc, c'est à peu près pareil. Euh, on a continué, on s'est deleverage. Après, on a payé 164 millions d'euros de dividendes et 38 millions de buyback. Donc de rachat d'actions, c'est très positif à ce niveau-là. Là, on voit l'échéance de la dette. On a des taux qui restent très faibles par rapport au marché actuel. Donc là, les premiers 500 millions d'euros, on est à un taux de 1,6%. Le deuxième, on est à 1,875 millions d'euros. Après, on est à l'Euribor plus 1,5%, donc ça c'est moins avantageux. Et également l'Euribor, pardon, plus 1%, c'est moins avantageux. Et donc en cash, on a 463 millions d'euros. C'est très très bon, on révise la guidance. Ce qui est très très important, c'est de regarder ici l'augmentation de l'EBITDA. Et là, vous voyez que sur les 12 derniers mois, l'EBITDA depuis 2017, on a une augmentation qui a depuis donc 2017, on a un EBITDA qui a doublé avec un taux de croissance annualisé de 14%. Donc c'est très très bon. On a une augmentation de l'EBITDA malgré des périodes compliquées de déflation et d'inflation. Donc confinement et là inflation forte due à la guerre en Ukraine. Et là au niveau du taux de marge EBITDA, on voit un business qui est très fort avec 24% ici de taux de marge EBITDA qui quand même augmente de 24 à 25% lors du confinement. Et là, au niveau de l'inflation, on arrive à augmenter même nos marges EBITDA, donc c'est très très bon. Et donc, on peut Veralia, il délivre des résultats très très bons dans les deux cas avec un contexte inflationniste et déflationniste. Donc ça, c'est ce qu'on aime. Et donc là, voilà, on a eu un EBITDA sur les 12 derniers mois qui a cru tous les semestres à compter de 2017, à part à la première, comment dire, au S1 2020, au S1 2020 tout simplement, et où il a fait moins 2%. Et donc, il a doublé en 5,5 années. Euh, Grâce notamment au hedging, on le verra après, au prix positif et au spread d'inflation positif, comment on appelle ça, au coût positif et donc au gain de productivité également. Voilà, donc on va passer tout de suite maintenant à mon petit document ici où j'ai écouté le conference call. C'est très important, c'est quand vous écoutez un business, Xavier Fontanet sur BFM Business, allez voir ce qu'il fait, c'est très bon. Donc là, on a plus de 20% de part de marché en Europe, donc on est le leader européen, vous le voyez, numéro 1 en Europe, numéro 2 en Amérique latine, derrière Light Glass, et numéro 3 au niveau mondial. Au niveau de la répartition, on est très bien réparti au niveau des bières, du vin tranquille, donc du vin normal, au niveau du vin pétillant, au niveau des spiritueux, au niveau des boissons sans alcool et au niveau de l'alimentaire pur, donc la food.
Ce que j'aime, c'est qu'il y a un marché en croissance et qu'il est oligopolistique puisque les 5 premiers acteurs possèdent environ 75% des parts de marché. Donc ça évite la venue de nouveaux intrants parce que c'est un marché très capitalistique également. Donc pour arriver sur ce marché, c'est pas des ESN, il faut amener d'énormes capitaux. Donc au niveau des volumes, on s'attend à que ça soit flat sur l'année, c'est-à-dire en légère augmentation sur le S2 parce qu'on a une légère baisse sur la première partie de l'année. On s'attend à un petit rattrapage dans la deuxième partie de l'année. Donc le management est confiant sur la guidance. Donc ça c'est les conférences call, je le rappelle, hein. Le management est confiant sur la guidance et sur le marché en général. Forte croissance en Amérique latine et en Europe à moyen long terme sur le vert. Les fondamentaux de marché restent très solides pour le futur. L'important est la tendance du marché, comme le marché l'a démontré sur les 10 dernières années. Donc là, vous voyez, depuis 2012, le marché du verre en millions de tonnes, il augmente de 2,2% par an, sauf pendant le confinement, vous voyez là où il a diminué d'1,5%. Donc voilà, en 10 ans, on augmente de 2,2% par an, donc c'est vraiment très bon. Et donc, on a un marché en croissance, et donc on essaye d'investir chez Veralia pour suivre cette croissance. Et là, je vous ai mis quelque chose de Allied Glass, Owen Silinois, pardon. Owen Silinois qui publie la croissance projetée du verre entre 2023 et 2026, source Euromonitor par unité de consommation projection. Donc vous voyez qu'au niveau des emballages en verre, en Amérique latine où Veralia se concentre également, on a 3,2% de croissance annualisée entre 2023 et 2027. En Europe, 2,1% de croissance annualisée, donc c'est très très bon et c'est supérieur à l'Amérique du Nord qui est à 1,3. Sur la visibilité qu'ils ont déjà sur l'EBITDA du S2 2023, elle sera meilleure que celle 2022. Au niveau des réductions de prix aux clients, elles ont été spécifiques et modérées car l'inflation des coûts est plus modérée qu'anticipée, mais le spread reste positif. On a une baisse des coûts et on a une baisse de certains prix, mais pas d'impact sur le spread. Les bières on a moins de demandes, donc on a une baisse des volumes, notamment en Europe. L'inflation des coûts, elle a été encore au Q1 de 23% et au Q2 de 11%. Donc on a toujours de l'inflation des coûts chez Veralia et donc faut la répercuter aux clients. On n'a pas de déflation des coûts de production. On a encore, même si le Q2 diminue un peu par rapport au Q1, on a encore de l'inflation. Le management prévoit d'être en dessous des 20% d'inflation des coûts de production par rapport à 2022. Et on a également les prix du calcin. Donc je le rappelle, le verre recyclé, donc c'est le verre recyclé qui est broyé en poudre, et c'est ça qu'on appelle le calcin, qui continue d'être orienté à la hausse. Donc là, je vous ai mis vraiment l'avantage compétitif de Veralia, c'est leur protection, leur couverture sur les prix de l'énergie. Donc pourquoi c'est un avantage compétitif? Parce que vous voyez qu'en 2022, l'énergie a fortement augmenté, vous l'avez senti sur vos factures, sur en général toute la chaîne de valeur, sur l'essence, sur l'énergie, sur vos factures EDF, sur vos gaz, vos factures de gaz si vous avez, sur votre votre prix à la pompe si vous prenez la voiture, voilà tout. Également en grande surface sur la nourriture en général, hein, ça a pris un coup à cause en fait des prix de l'énergie parce que l'agriculteur il doit mettre de l'essence dans son tracteur, il doit récolter ses trucs, faire de la distance. Votre nourriture, elle vient des champs, elle va en grande surface. Le transport, ça a un coût, donc forcément, on est sur une mondialisation et quelque chose qui est très important, c'est vraiment l'énergie carbonée. Même si on pense tout de suite à l'écologie, ça reste un maillon essentiel. Et donc, Veralia, ils sont hedgés à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils couvrent une partie de leur consommation. Et donc, en fait, ils arrivent, lorsque les prix, notamment du gaz et de l'électricité, ont explosé en 2022, en fait, ils étaient couverts, ce
qui leur a permis d'être très résilient et de maintenir de meilleures marges que les concurrents, notamment Owens Illinois et Vidrala. Et donc, on a sûrement gagné des parts de marché parce qu'on avait, en fait, Verallia, il pouvait proposer des produits, je pense, moins chers et avec des meilleurs, et tout en ayant des meilleures marges par rapport aux concurrents. Donc, forcément, pendant cette année 2022, on a fait très très mal aux concurrents, je pense. Donc voilà, au niveau de ce schéma, c'est les prix du gaz au spot price de 2020 à 2023 et on va expliquer un peu ce schéma ici. Donc voilà, au niveau de la couverture des prix de l'énergie pour 2024, on n'a pas d'impact négatif par rapport au spot price actuel, même des impacts positifs de cette couverture. Je vais expliquer ça après, mais vous voyez que en fait c'est une projection pour la consommation d'énergie 2024. Donc en fait en 2024 on aura 15% de l'énergie qui sera au spot price, donc c'est-à-dire on achètera directement au prix du marché, mais vous voyez que on n'est pas sur des prix extravagants actuellement, donc on est plutôt sur une longue baisse et donc on va être avantagé notamment de ne pas être couvert pour 2024 parce que les prix seront pas chers selon moi. On aura 43% de l'énergie consommée qui viendra des coûts de 2023, donc ça sera assez beau également parce que on a eu, vous voyez ici, une baisse des prix de l'énergie en 2023 par rapport à 2022, donc ça représentera 43% des prix de l'énergie. Ça sera adressé, enfin ça sera comment dire, ça sera 43% des coûts de l'énergie, ça sera sur les prix de l'énergie de 2023, voilà, ça sera corrélé au prix de l'énergie 2023. On aura 22% sur les prix de l'énergie, on aura 21% de notre facture qui sera sur les prix de l'énergie 2022, donc là c'est à notre un peu désavantage, mais on aura 21% des prix d'énergie qui seront en 2024, je parle bien, sur les prix d'énergie 2021, et là ils étaient très bas, donc c'est très très bon. Donc là, au niveau de l'énergie, c'est 22% des coûts de Verallia en coût cash 2022. Donc c'est énorme. Donc là, je voulais expliquer, voilà. En 2024, Verallia aura 15% de ses coûts de consommation énergétique qui ne seront pas couverts. Donc selon moi, c'est un avantage parce que c'est pas cher par rapport à 2021-2022. En 2024, on aura 43% des coûts de consommation d'énergie qui auront le prix de 2023. Pas vraiment cher selon moi. 21% des coûts qui seront de 2022. Donc là, c'est là où on va prendre chéro un petit peu. Mais on aura 21% qui sera au niveau des coûts de l'énergie de 2021 où c'était pas cher. Donc là, je voulais rappeler, voilà, les coûts cash. La Russie, je regarde un coup, on a 42 minutes, je vais essayer de me dépêcher un peu. La Russie représente environ 3% du chiffre d'affaires total. Profitabilité normale, rien d'autre à spécifier. Il se plie aux sanctions. La direction russe est locale pour un marché local russe. Donc en fait, ils doivent avoir un ou deux flots en Russie. Et c'est pour ça qu'il y a un analyste qui parlait de la Russie. Au niveau du cash, ils continuent de dérouler leur stratégie. Dans un premier temps, d'investir pour augmenter leur capacité de production. Ensuite, de dérouler leur roadmap de décarbonation, four électrique, four hybride. Le deuxième objectif est de faire des acquisitions comme Allied Glass l'année dernière. Ils achèteront des cibles dès qu'ils en auront l'opportunité sur du segment premium et pas trop cher. En troisième objectif, c'est le retour à l'actionnaire. Augmentation du dividende l'année dernière encore. Et selon moi, ça devrait encore augmenter cette année. On a du rachat d'actions. Donc en effet, ils ont versé 164 millions d'euros de dividendes aux actionnaires cette année. Donc, vous avez sûrement reçu le dividende si vous êtes actionnaire chez Verallia. Et ils ont fait 38 millions de rachats d'actions donc sur ce premier semestre. Pourquoi une telle augmentation du besoin en fonds de roulement? Parce qu'ils sont focus sur l'augmentation de l'inventaire, donc du stock qui était faible. On en profite pendant qu'on produit un peu moins de volume pour refaire nos stocks parce qu'on produisait à flux très tendu et sans stock, notamment en 2022. Autre impact du spread positif, c'est sur les créances clients. Sur les créances clients, pourquoi? Parce que elles augmentent et on a des dettes fournisseurs qui diminuent et c'est dû au ralentissement de l'inflation, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a une augmentation du besoin en fonds de roulement. On le voit là ici, on augmente nos stocks par rapport au 31 décembre 2022. Les créances clients augmentent, et les créances clients augmentent et les dettes fournisseurs diminuent. Vous le voyez ici, je vous ai mis en jaune le bilan.
Donc au niveau du pricing 2024, l'objectif est toujours de créer un spread positif et ils vont donc continuer de bénéficier de leurs 3 leviers pour améliorer l'EBITDA. Donc c'est-à-dire le levier opérationnel, on augmente les volumes, donc on baisse notre point mort. L'écart prix, donc le spread positif prix-coût, et le plan d'action pour la performance, gain de productivité de 2% par an sur les coûts cash. C'est ça au niveau de 2024 qu'ils vont continuer à améliorer, même si la configuration va être un peu différente. Selon moi, ils prévoient de continuer d'augmenter l'EBITDA pour l'année prochaine, continuer la PAP de 2% sur les coûts de production cash, comme je vous l'ai dit, maintenir un spread positif qui sera forcément moins élevé qu'en 2022 et en 2023, ça c'est ce que selon moi. On aura plus de levier up, moins de spread positif et toujours la même PAP de 2%. Donc forcément, on aura également toujours une très belle performance en 2024. Par contre, le levier OP, sera moins, le retour du levier OP, pardon, car augmentation des volumes en 2024, ça c'est ce que je pense. Pour les marges en baisse en Amérique latine, cela vient d'une moins bonne absorption des coûts fixes parce qu'on a des volumes en baisse au Chili, sauf à la fin du Q2, on voit un petit redressement d'après le management. On a aussi le ramp-up sur le nouveau four à Jacutinga au Brésil. Pourquoi parce que le temps de le mettre à plein régime, il faut un peu de temps. Et on a également une hyperinflation sur le pesos argentin, et donc voilà, ça fait qu'on mange notre marge également. Au niveau toujours du conference call, Verallia ne manage pas son spread positif sur les trimestres, mais sur l'année complète et sur l'ensemble de l'année 2023, il sera plus que positif selon le management. Donc on a vraiment une belle vision sur 2023 et c'est pour ça que selon moi, le management est conservateur. Lorsque l'on parle des capacités de production, on doit voir cela sur le moyen terme. Dans les faits, le business de Verallia est résilient et a montré une croissance régulière d'année en année. Sur les 10 dernières années, le marché a cru de 2% par an. Et peut-être qu'une année ou un semestre peut décroître, mais la tendance est là, le marché en croissance est là. Et donc, on suit la tendance du marché. Et donc, voilà, on doit manager et sécuriser les capacités de production et de croissance par rapport à la croissance du marché de 2% par an. Donc, il faut poursuivre les 2% de croissance du marché européen, il leur faut 4 à 5 nouveaux fours chaque année. C'est pour cela que Verallia a annoncé la construction de nouveaux fours dans un futur proche. Donc là, si je retourne ici, en effet, ici, si je vais page 2, ici, on continue le plan. Donc, le nouveau four à Cognac, 150 tonnes de production en 2024. Ici, on aura un four hybride à Zaragoza, pardon. Là, c'est les nouvelles technologies, pardon. C'est pas les nouveaux fours. Voilà, additionnel capacity. On a 2 fours qui sont en construction. On a Campobom au Brésil, on a Plesca en Italie. Ils progressent bien et ils vont démarrer en 2024. Et on a également des projets d'oxycombustion en cours pour augmenter nos capacités et réduire notre émission de CO2. Voilà. Ici, je voulais passer un petit coup, j'avais pas fini ça, pardon. Donc voilà, il faut 4 à 5 fours chaque année pour suivre la croissance du marché. Et Verallia, ils construisent des nouveaux fours. Et donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Verallia, point positif et driver du marché. On a driver sur Verallia. Pourquoi je suis positif sur Verallia? C'est qu'on a un marché en croissance structurelle soutenu par la réglementation. Donc moins de plastique, plus de verre. Et notamment, on parle de remettre en place les consignes, notamment en France. Et ça, c'est très positif pour Verallia. On a une stratégie financière maîtrisée et équilibrée. Donc, on investit dans les capacités de production. On a racheté des concurrents. On distribue du dividende. C'est très bon. Et on a une sous-valorisation non justifiée. Au niveau des risques, ça se retrouve dans le rapport annuel. Je vais vous les citer rapidement, mais on va passer vite dessus. Voilà, 239 ici. Au niveau des risques liés à l'environnement externe du groupe, on a un risque lié à l'évolution de la demande d'emballage en verre. Donc, si subitement on a moins de demande,
on va souffrir. Risques liés à la concurrence de producteurs d'autres types d'emballage et une éventuelle substitution d'autres matériaux au verre d'emballage. Donc si le carton et le plastique prennent la main sur le verre, à ce moment-là, on a un niveau critique sur les risques de Veralia. Risque lié à la pénurie et au coût de l'énergie, c'est un risque élevé également sur Veralia. Risque lié à l'évolution des coûts et à la pénurie de matières premières et de calcin. Donc là, c'est également un risque élevé chez Veralia. Au niveau de l'exploitation des sites industriels, on est sur un risque élevé au niveau des risques opérationnels. Au niveau des risques informatiques, c'est également élevé. Au niveau des risques géopolitiques et aux activités internationales du groupe, c'est élevé parce qu'on est notamment en Ukraine, en Russie, en Argentine, où c'est pas des pays très très stables géopolitiquement. Voilà. Au niveau des risques liés aux enjeux climatiques, réglementation, même si moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque, même si Veralia est très très avancé dessus, ça représente toujours un mini risque. Risque lié à la réglementation, transition énergétique, voilà. Donc voilà, je vous laisse lire tout ça, les risques, et on va passer maintenant à l'évaluation. Il faut lire bien sûr le rapport annuel, tout ça, et c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on est à 30% de marge EBITDA chez Veralia. Vidrala, on est seulement à 27,1 alors qu'auparavant, sur ces 10 dernières années, ils avaient une meilleure marge. Vous voyez que par rapport à Vidrala, on a une marge supérieure à eux par rapport à ces 3 dernières années actuellement chez Veralia. Et également au niveau du free cash flow, on a moins de levier par contre chez Vidrala, mais on n'a pas fait d'acquisition, donc c'est ce qui peut expliquer euh, le le levier plus faible chez Vidrala. Acquisition, logistique UK and non-controlling minority stakes. Ok. Donc voilà ce que je voulais dire. On passe tout de suite à l'évaluation. Donc Veralia. Je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait ici. Donc la guidance. Guidance 2023. Je vous ai dit ils ont dit qu'ils prévoyaient au minimum 20% de croissance. Je vais vous mettre ça en grand. Donc il prévoit au moins 20% de croissance. Donc ça représente 4 milliards 21 millions d'euros de chiffre d'affaires comparé à 2022 à 3 milliards 351 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au niveau de l'avancement de la guidance, vous pouvez voir que ici en 2022 pardon, on avait un chiffre d'affaires qui était de 1,6 milliard et le reste à réaliser était de 1,7 milliard. Et là, pour 2023, les 20% de croissance, c'est très conservateur parce qu'on a déjà réalisé 2,1 milliards et il nous reste à réaliser 1,8 milliard. Donc franchement, la guidance 20%, c'est du pipeau parce que je vous rappelle qu'on est quand même déjà ici, je vais me mettre ici, on est quand même déjà à ici, on est déjà quand même à 30% de croissance du revenu, donc 20%, 20% c'est très faible. Vous voyez, en fait, on doit faire seulement 1,8 milliard de chiffre d'affaires pour atteindre la guidance à plus de 20% de croissance. Au niveau de l'EBITDA, donc guidance minimum, on a plus 27% d'EBITDA. Donc pour passer de 866 millions d'euros à 1,1 milliard, j'ai pris la guidance minimum pour 2023. Donc 866 millions d'euros d'EBITDA en 2022. Guidance 2023, minimum 1,1 milliard d'EBITDA. Donc c'est vraiment une conversion énorme, vous voyez, d'un quart du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment pas mal. Ici d'ailleurs, voilà, un quart du chiffre d'affaires, on est à 30% actuellement. Donc c'est 25% qui est pré-shot ici. Et on a actuellement une marge de EBITDA de 30%. Donc franchement, on est en avance sur la guidance. Là, je vous ai mis également la décomposition. Donc ici, S1 2021, pardon, voilà, S1 2021, on a eu un EBITDA de 425 millions d'euros et on a réalisé au S2 441 millions d'euros. Et là, vous voyez qu'en fait, ils ont pris une guidance d'EBITDA. Si on prend le minimum, en fait, on prévoit de faire un EBITDA on prévoit de faire un EBITDA de 441 millions d'euros équivalent au S1
2023, mais en fait, ils sont vraiment très conservateurs. Ils vont exploser la guidance minimum parce qu'en fait, vous voyez la différence, on est à 659 et ils ont carrément dit dans leur conférence call qu'ils vont exploser en fait les chiffres. Donc voilà. Ils sont vraiment assez conservateurs selon moi et franchement, je suis quand même positif sur le dossier, même si on a pris une belle perf ici. Si on va sur Google Finance, ici, on a encore pris une belle perf aujourd'hui sur Veralia. Pardon, Veralia, voilà. On a pris une belle perf ici. Si on prend par exemple depuis le début de l'année, vous voyez ici, depuis l'annonce des résultats ici, on a pris une belle perf de 9%, presque 10%, c'est pas mal, hein. Puis depuis le début de l'année, on a 20%, 20% de performance. C'est vraiment pas mal. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Veralia, plus forte baisse. J'ai accumulé un peu d'ailleurs, je suis actionnaire comme je vous l'ai dit, mais voilà. Donc là, on compare tout de suite ça, on part tout de suite là-dessus. Euh, Pardon, pourquoi je suis parti là? Euh, Revenu. Juste, on va comparer Veralia et Vidrala. Donc au niveau des revenus, total revenu, si on prend sur les 12 derniers mois, ça, voilà. Hop là, on se met ça là, on se met l'EBITDA margin et on prend sur les last 12 months et voilà. Et là, on va mettre du Vidrala, comparer le concurrent direct de Veralia. Et donc, on va avoir ça. On descend ça. Ensuite, Vidrala, hop, on augmente ça. On diminue ça. Punaise, j'arrive pas à switcher sur le truc. Voilà. Ça, voilà. Ça, on le diminue. Ça, on le diminue. Non, j'arrive pas. Voilà. Donc là, on clôture direct l'EBITDA. L'EBITDA, on voit sur ces 20 dernières, ouais, on n'a pas de track record. Donc là, on va prendre sur ces 5 dernières années. On voit les revenus qui font à peu près pareil, sauf que là, Veralia, on a vraiment explosé. Ben, c'est pareil sur sur Vidrala. Là, vous voyez, au 30 juin 2021, on était vraiment à 3 milliards, on était à 2 milliards 58, 2 milliards 58 millions de chiffre d'affaires ici au 30 juin 2021 et au niveau de Vidrala, on était à 1 milliard 4. Donc là, en fait, Veralia, on a quasiment doublé et Vidrala, on n'a pas beaucoup doublé également. Et au niveau de l'EBITDA margin, on compare ça tout de suite. Comme je vous ai dit, les marges de Vidrala, elles étaient meilleures que Veralia. Vous voyez que là, on était à ici au 30 juin 2021, on était à 28%. Et chez Veralia, maintenant, on n'était pas préparé en fait. 28. Et ici, on est à 28. Bon, allez, 29 et ici 28. Et auparavant, là, c'est là par exemple en 2019, Vidrala, on était à 27 et Veralia, on était à 24. Donc on avait une marge un peu moindre. Mais ici, vous voyez que les coûts d'énergie, par contre, vous voyez l'avantage compétitif de Veralia, il s'est vu là. À partir du moment où on a eu la guerre en Ukraine ici, vous voyez qu'on était à 26, 26, 45, 26, 17. Et ensuite, on a directement rebondi, alors que Vidrala, on a fait 28, 26, 24, 21, 18, 45, 19. Et là, on commence seulement à remonter. Donc, on a vraiment un avantage compétitif là-dessus. Donc, bref. Donc là, je vous mets le revenu minimum, la guidance ici. Donc 4 milliards 21, 4 milliards 21 de revenus ici. Je me place ici, pardon. Donc on va voir revenu analyste consensus average. Voilà. Donc là, le consensus il table sur 1 milliard 1 milliard 140 millions d'euros de revenus. Moi, je vais prendre le consensus, même si c'est pour vous montrer que la guidance, elle est faible à 4 milliards, 4 milliards 21. Donc là, 4 milliards 140 millions. Donc on va prendre tout de suite 41 40 en fait, hein, 41 40, c'est ça?
C'est tout à fait ça, 41,40. Parfait. Au niveau de la croissance des revenus, on voit qu'elle est pas mal. Au niveau de la marge, oh là là, au niveau de est-ce que les net income vont dans les mêmes sens que les free cash flow? Ça, je pense que oui, parce que on génère des très beaux free cash flow chez Veralia. Si on les met sur le même graphique, c'est très très beau. Vous voyez, là, on a des investissements massifs. Donc, c'est ceci explique cela. Mais voilà, au niveau des net income, là actuellement, ils sont supérieurs, mais ils devraient être durables selon moi. Au niveau des net income margin, on pourrait se stabiliser à ces niveaux actuels à 12%, mais je vais quand même être un peu plus conservateur ici. Hop là, ici, au niveau de la net income margin sur 10 ans, sur 5 ans, voilà, donc 9%, sur 3 ans, 9%. Allez, on va mettre un petit 11%, même si actuellement on a un très très bon niveau, hein. On va mettre 11%. C'est 1,42 de moins que actuellement, donc je pense que ça conserve. Au niveau du price earning, actuel, on est comment? Price earning last 12 months. Là, on a 9,3. Ça s'est échangé à combien sur ces derniers temps là? Hop là, sur ces 5 dernières années, 15,5. 15, je pense que ça peut aller à 15 fois les bénéfices. Je comprends pas pourquoi la société est si sous-évaluée actuellement. Donc là, si on prend le next 12 months, voilà, 12,7. Allez, on va mettre... Ouais, franchement, elle pourrait se négocier à 14 fois les bénéfices quand même, hein. 14 fois les bénéfices quand on voit du Vidrala, si je vais là, attendez, ici, si je mets du Vidrala price earning, sur longue période, on se met en next 12 months, ajuster des analystes, en moyen, sur longue période, ça a combien de fois les bénéfices? On est à 13,4, 15,1 sur ces 20 dernières années. Donc franchement, ça peut se négocier à 15 fois les bénéfices. 15, c'est positif selon moi. Et si on prend aussi un concurrent américain là, on prend Owens, Illinois. Mais il veut pas me le prendre. Glass, voilà. Owens, Illinois. On coupe tout ça, on coupe tout ça, on coupe tout ça, on coupe tout ça, on coupe tout ça. Au niveau du price earning, All. Par contre, Owens, Illinois, on est très peu margé. On a une très très faible marge. On a un très très faible price earning, c'est étonnant ça. Bref, on va prendre le confrère qui ressemble le plus à, à Veralia, c'est Vidrala. Donc voilà, 15 fois les bénéfices. Nombre d'actions en circulation ici, on se replace direct. Ici, le nombre d'actions ces 12 derniers mois, 117,62 en légère diminution. Donc 117,62. 117,62 millions d'actions. Et au niveau dette net, on l'a vu, net dette, au niveau de ces 12 derniers mois, on est à 1,43 milliard. 1,430 milliard. Donc 14,30, voilà. 14,30 de dette net. Donc 14,30. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Rendement du dividende, on est à 3,71 actuellement. 3,71%. Donc c'est un rendement très très bon qui va encore augmenter selon moi cette année. Au niveau du yield, du net income yield actuel, sur les 12 derniers mois, ça doit être assez aberrant, hein. Là, si je me place là, ici, 479,52 divisé par 44,30. On a un net income yield de 10,8%. Donc franchement, c'est quand même très positif. On a des belles perspectives à l'avenir. Je dirais pas que c'est une grosse opportunité d'investissement, mais on a quand même un beau yield actuel, hein. On a un très très beau yield actuel à 18. Les marchés sont sacrément haussiers. Il n'y a pas de société qui présente une stabilité des revenus comme ça et un marché de croissance et pérenne à l'avenir. À ce niveau-là. Le rocher, punaise, le rocher, attendez. Le rocher, présentation. Voilà, c'est là. Le rocher, je l'ai là, je crois.
au niveau ici, si je prends le Roche ici, il est très bon chez Veralia. Très très bon. Il est à 31,7 là. Voilà, 31,7. 31,7. Et au niveau là, si je me place ici, flux de trésorerie. Flux de trésorerie consolidé 279. Ici, flux de trésorerie des activités opérationnelles. Donc là, on a 699, voilà. Donc là, le cours sur capacité d'autofinancement, 699,2 sur le cours actuel qui est de la market cap qui est de divisé par 44,30, ça nous donne 15,7. Ah non, putain, excusez-moi, j'ai inversé. 44,30, 699. 699. Voilà, ça nous donne une capacité, un cours sur capacité d'autofinancement de 6,33. Donc c'est vraiment très faible. C'est vraiment très faible à ce niveau-là. Il me semble que Independence Time, ils aiment bien être sous les 6-7, les 7-8, pardon. Donc là, on est vraiment en dessous de ce niveau-là. Donc PER de 15, on va prendre 11% de marge nette. Voilà. Donc ici, on fait tout de suite le calcul. Ici. Donc ici, on prend 41,40. On multiplie par la marge nette qui est fois 0,11. Donc 11% de marge nette. C'est ça, attendez. Oui, c'est ça, 0,11. Fois 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette qui est de 1,430 milliard d'euros. Divisé par 117,62 millions d'actions en circulation, on serait un cours à 45,9 euros l'action. Donc selon moi, c'est ce que l'action vaut vraiment. Je suis un peu conservateur, j'ai pris en compte la dette, j'ai pas pris les free cash flow, enfin la marge nette actuelle. Et selon moi, on a un très beau marché en croissance et j'ai pris le consensus des analystes. Donc 45,9, ça nous donne quoi comme upside actuellement? Ça nous donne divisé par le cours actuel ici qui est de 38,48. 38,48 divisé par 38,48, ça nous donne un upside de 19% ici. 19% pour l'année en cours, franchement, je fais pas de prévision, mais pour l'année en cours, en fait, c'est pas 20%, c'est quand même pas si mal pour l'année en cours, je trouve. Faut que la société soit revalorisée par le marché, mais au niveau du price earning. Mais selon moi, c'est tout à fait possible. La société est d'une grande qualité. Quand le marché s'en rendra compte, ça sera vraiment positif. Et de toute façon, le marché prévoit, vous voyez, attendez, si on va regarder ça, sale revenu consensus. Vous voyez, ici on le met là. Ici, si on se place à 5 ans, je pense qu'il y a du consensus à 5 ans. Quoique. À 3 ans. Bah, c'est bizarre, à 2 ans. On prévoit une croissance des revenus? On prévoit pas de croissance des revenus? Je sais pas, c'est bizarre. Ils ont prévu en baisse. Bon, bref, en tout cas, je pense que les earnings vont augmenter. On aura toujours du dividende. On est sous-évalué actuellement. Donc moi, je reste très positif sur le dossier. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais peut-être vous faire une petite revue sectorielle avec Vidrala, Wensilinois, comment on appelle ça? Les concurrents là, je les ai là, attendez, hop. On a Ardag, Vetropac, Vidrala, BA Vidro, tout ça. Je vais peut-être vous faire une vidéo là-dessus pour analyser le secteur, vous montrer les forces et les faiblesses de Veralia. Et ça sera tout. Dites-moi les sociétés que vous voulez que j'analyse en commentaire et je regarderai bien sûr des sociétés de qualité. C'était tout pour moi aujourd'hui, c'était assez long. Je voulais 20 minutes, on est à 1h10.
Mais bref, j'espère que ça vous a plu, que c'était d'une grande qualité. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de lâcher un commentaire si ça vous a plu, de liker la vidéo, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et on se dit à très bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.